Bien, mesdames et messieurs, je suis désolé d'être arrivé en retard et du coup d'avoir raté le début du speech de notre hôte. Je suis arrivé pour entendre des citations de moi-même, ce qui est toujours, enfin ce qui est rare d'ailleurs dans une vie. Et ma foi, ça fait du bien à mon ego toujours meurtri. Euh, je ne sais pas trop quoi vous dire, je ne voudrais pas être trop politique, ni trop polémiste. J'ai vu qu'être polémiste, parfois, ouvre un certain avenir. Je ne sais pas si vous avez observé le dernier sondage qui donne Éric Zemmour à 10% d'intention de vote. Je me dis que j'aurais peut-être dû commencer la collecte des parrainages, que maintenant c'est un peu tard, que j'ai peut-être loupé ma chance. Est-ce que je vais pouvoir... Voilà, je sais pas, Zemmour me plonge dans une certaine perplexité. Je pensais que le projet Vauban était un projet libéral, je pense que c'est le cas. Mais j'ai lu le slogan, la baseline du projet sur la souveraineté. Et souvent dans nos débats médiatiques, politiques, les souverainistes ne sont pas des libéraux. Moi, je pense tout à fait qu'on peut être souverainiste et libéral. En effet, l'immense président Donald Trump a montré qu'on pouvait défendre à la fois l'idée de souveraineté et le libéralisme économique. Et ce qui me distinguerait, par exemple, de Zemmour, c'est qu'en fait, il n'est pas du tout libéral. Il est certes souverainiste jusqu'à l'extrême, mais pas du tout libéral. Et plus la campagne commence, entre guillemets, plus je pense, moi, qu'une bonne voie, en fait, c'est la voie du pragmatisme en politique. Je crois que David Lisnard porte ça de manière assez chevaleresque, disons, en tout cas avec beaucoup d'intensité. Et je me dis de plus en plus que peut-être qu'une voie de sortie pour la France, ça ne serait ce serait de s'affranchir de tous les dogmes, en fait, de ne pas faire semblant de ne pas avoir de dogme, comme font les macronistes, par exemple. Je pense qu'il y a dans la salle quelques macronistes. J'imagine, je ne sais pas. Je me dis que comme ils font semblant d'être libéraux, peut-être que certains adhèrent à ce mensonge dans cette salle. Je n'en sais rien. Moi, j'ai détesté le quinquennat qui s'achève et qui, je l'espère, ne sera pas renouvelé. J'avais pourtant voté pour Emmanuel Macron aux 2 tours de l'élection présidentielle de 2017 parce que, bêtement, je pensais qu'il fallait un jeune pour la France, alors que j'adorais Fillon et son projet, qu'il avait été injustement traîné dans la boue par des magistrats de gauche. Je n'ai même pas voté pour Fillon au premier tour, ce que j'ai infiniment regretté. Par la suite, je me suis laissé avoir par le marketing d'Emmanuel Macron. Et j'ai été très déçu par ce quinquennat, où je me suis dit que de plus en plus, en fait, on avait simplement le mandataire du CAC 40 qui venait mettre l'État, la force politique, le pouvoir politique au service du 1% finalement, au service de quelques individus et quelques entreprises qui possèdent notre pays. Et pour être libéral, je n'en suis pas moins soucieux de faire en sorte que la France ne soit pas la propriété d'une oligarchie. Et je pense qu'elle l'est de plus en plus. Et je crois d'ailleurs que tous les chiffres le démontrent. Le nombre de gens qui possèdent le nombre de richesses, je les ai plus en tête. On est en France pas dans le peloton de tête. Je crois que c'est en Russie que le 1% des Russes les plus riches possèdent 40% des richesses du pays. Je crois que c'est en Russie que le ratio est le plus élevé. Mais en France, on est quand même bien placé dans ce ratio-là, dans ce rapport-là. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît pas sain du tout. Et j'ai beau vouloir défendre évidemment la loi du marché contre les taxes et les règlements et comment dire, la mainmise de l'administration sur nos vies. Je pense quand même qu'il faut des régulations. Et donc, ce que je veux dire, je suis un peu bavard là dans mon discours, mais j'en viens quelque part. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, le pouvoir politique, il peut pas être du côté des riches ou des ultra-riches, en fait. Même quand on est libéral, on ne peut pas penser ça. D'abord parce que ça donne les gilets jaunes. Donc ça donne en fait les ferments d'une guerre civile.
pendant les Gilets jaunes, la République, le pouvoir politique ont failli basculer quand même. Personne ne peut souhaiter ça. Et ensuite, parce que c'est pas un pays dans lequel on a envie de vivre. Ça fait ce pays déprimé qu'est la France aujourd'hui quand même. Moi, je trouve qu'on est un pays qui devient un peu triste. Et donc, je pense que ça doit être régulé. Et pourquoi je parle d'une France de sortir des dogmes et de faire du pragmatisme, c'est que si on mène une politique libérale en France, à mon sens, on doit corrélativement mener une politique pragmatique et mener une politique qui respecte les plus faibles. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que derrière les beaux discours d'Emmanuel Macron et de ses porte-paroles sinistres, ou de ses ministres grotesques, c'est qu'en réalité, les plus faibles ne sont pas respectés dans notre pays. Je fais une émission toutes les semaines qui s'appelle Les Grandes Gueules, où on a régulièrement au téléphone des gens qui sont infirmières, caissières, professeurs, policiers. Quand je dis professeurs au lycée, au collège, ou même d'ailleurs universitaires, qui seraient en quelque sorte les premiers de corvée. Et quand on prend les salaires de ces gens, c'est évident qu'il faut faire quelque chose quand même en France. Et donc il faut faire quelque chose, à mon avis, dans le secteur public. Il faut profiter des coupes claires qu'on pourrait faire dans le cadre d'un projet libéral pour augmenter les salaires de ces gens. Les salaires des professeurs, les salaires des enseignants, en leur demandant peut-être de travailler un peu plus, puisqu'il y a un problème de temps de travail aussi dans certaines professions, notamment dans l'éducation nationale. Moi, je pense qu'on pourrait leur demander d'être un peu plus au collège. Mais reconsidérer les premiers de corvée, ça me paraît être le préalable absolument indispensable à tout projet politique libéral. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être très important dans l'élection présidentielle de 2022. Et il ne suffit pas de faire semblant, comme fait Emmanuel Macron, qu'il n'y a pas de problème, que ceux qui disent ça sont des esprits chagrins, etc. Parce que si on fait ça, en fait, on laisse ces gens démoralisés à des mouvements complotistes, à Éric Zemmour, au socialisme peut-être qui pourrait renaître de ses cendres, et je ne le souhaite à personne, à Anne Hidalgo qui a fait une déclaration de candidature très, très maternante. Elle a mis ses mains comme ça, elle faisait des gestes très enveloppants, elle avait une voix douce. Il faut se méfier, c'est un peu le serpent dans le livre de la jungle. Elle essaye d'hypnotiser les gens, mais bien sûr. Mais méfiez-vous d'Anne Hidalgo dans cette campagne. Elle essaye d'hypnotiser les gens, alors qu'Anne Hidalgo est évidemment quelqu'un d'extrêmement dur. J'ai mis environ 3h45 à venir ici depuis la place de l'Opéra parce que j'ai voulu prendre un taxi et c'était une erreur, évidemment. J'aurais dû venir en trottinette. Je ne me déplace plus qu'en trottinette. Je suis condamné par Anne Hidalgo à avoir ce look ridicule d'être sur une trottinette électrique. Très bonne invention d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça n'est pas Anne Hidalgo qui met les trottinettes à disposition des Parisiens. Ce sont ces sociétés privées et cotées en bourse, Uber, etc., créées donc par la magie du capitalisme libéral. Et oui, de même que c'est cette même magie qui a trouvé les fameux vaccins qui nous sortent de la crise du Covid avec l'aide de l'argent public américain sur décision de Donald Trump. Il faut quand même avoir ça en tête quand on fera le bilan des uns et des autres. Je ne suis pas sûr que Sleepy Joe... Enfin bon... En tout cas, c'est pas Macron qui a demandé qu'on investisse dans la recherche pour les vaccins, puisqu'il y a des vidéos très cruelles qui circulent et qui montrent qu'il ne croyait pas du tout à la vaccination. Donc voilà, ça, je pense que c'est quelque chose d'important et que même un discours libéral doit avoir en tête. Et de la même manière, je dirais encore deux choses. D'abord, dans cet esprit de sortir des dogmes, etc., moi, il y a un sujet qui me paraît totalement, je ne sais pas si le micro siffle un peu, un sujet qui me paraît totalement primordial dans la campagne qui arrive, c'est la désertification de notre pays, la manière dont il y a des petits villages qui se vident complètement, des centres-villes dans lesquels il n'y a plus rien, des banlieues dans lesquelles il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de médecins, etc. Cette espèce de phénomène devant lequel on est tous complètement ahuris et on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop à quoi c'est dû et en fin de compte, personne ne propose rien.
Moi, je viens d'une région magnifique, dont j'estime qu'elle est la plus belle de France, le Jura, n'en déplaise à tous ceux qui viennent de toutes les autres régions du pays. Et il y a dans cette région un petit village splendide qui s'appelle Château-Chalon. Château-Chalon, c'est là qu'on fait le meilleur vin jaune, dont le prince de Metternich disait à Napoléon III que c'était le meilleur vin du monde. Et je pense, comme le prince de Metternich, et n'en déplaise à tous les Bordelais et Bourguignons qui sont dans cette salle aujourd'hui. Et à Château-Chalon, village suspendu, au milieu des vignes, magnifique, il y a une petite école. Il y a du monde, hein. Il y a des viticulteurs, il y a des restaurateurs, etc. Il y a du monde. C'est pas inaccessible, on accède de bas en haut, on met 10 minutes à monter pour être à Château-Chalon. Et cette petite école est devenue un musée. Un musée de quoi? D'une petite école. Un musée, mais c'est très intéressant à voir, c'est un musée de ce qu'était une petite école dans un petit village français avant que la France, en fait, renonce à sa qualité de vie, renonce à être le paradis qu'elle était. Et j'ai visité cette petite école. Vous avez les bancs que vous imaginez en bois, faits d'un seul bloc, le banc avec le pupitre, avec l'encrier, etc. Vous avez le tableau, vous avez tout. En plus, un joli bâtiment qui doit dater du XVIIe siècle, comme tout le reste du village. Vous visitez ça. Et je me dis, mais quel paradis devait être ce village qui produit un vin sublime, qui est perché loin de tout problème, dans lequel les enfants pouvaient aller à l'école à pied, à quelques foulées de chez eux, où il y avait sur le pas de la porte le grand-père, où il y avait dans le champ le père. Je dessine un peu une image d'Épinal, mais ça a existé et ça n'existe plus. Et moi, je me dis, mais pourquoi est-ce que ça n'existe plus ? Alors qu'on a le premier budget de l'État qui est alloué à l'éducation, alors qu'on a, j'ai regardé les chiffres tout à l'heure, il y a, je crois, à peu près 1 200 000 personnes, 1 160 000 personnes qui, en France, pour 67 millions d'habitants, et donc pour beaucoup moins d'enfants, travaillent dans l'éducation nationale, travaillent pour l'éducation nationale. Et on n'a pas trouvé quelqu'un pour garder cette petite école ouverte. Et moi, je me dis, mais quelles lourdeurs administratives sont passées par là, quel raisonnement complètement absurde dans je ne sais quel bureau, de je ne sais quelle administration, a décidé qu'en fait, bah non, vous comprenez, on n'a pas les personnels, parce qu'un tel, il doit faire 22 heures, donc il faut qu'il soit rentré chez lui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ce genre de truc finalement débiles et tristes qui font que notre pays n'est plus et de moins en moins, est encore heureusement, mais est de moins en moins le pays, le paradis qu'il était. Et donc moi là, je vois un vrai symptôme, une vraie chose contre laquelle on doit lutter en France, c'est l'esprit de renoncement, l'esprit de défaite. Et moi, je pense qu'il y a de plus en plus ça. J'ai lu je suis un peu obsédé, mais c'est la dernière fois que je parle de lui. J'ai lu ce qu'a écrit Emmanuel Macron dans le magazine Challenge. Il a une manière bizarre de se mettre toujours à distance des Français. Il a dit je vois un peuple qui est lucide. Ah oui, ah bon, ah très bien. Et comme si il nous donnait un bon point. On a eu un bon point d'Emmanuel Macron parce qu'on est lucide. Et en fait, quand on lit donc Challenge, qui lit Challenge ? Les gens de la finance, j'ai rien contre, mais bon, ils sont tous pro-Macron, etc. Pas tous. Et qui lit Challenge ? Des gens, des élites. Moi, je fréquente certaines élites. J'essaie de développer mon cabinet d'avocat, donc je tapine dans des cocktails. Un avocat, c'est un tapin de luxe comme plein de métiers. C'est le plus vieux, plus beau métier du monde. Et je les entends, et je trouve qu'ils ont cet esprit de renoncement. C'est-à-dire qu'à les entendre, la France, c'est fini, depuis longtemps. Tout est en Asie. Il n'y a plus rien à faire. En fait, il faut juste maintenant, en gros, liquider ce qui reste, se servir le plus possible, bosser dans la mesure du possible avec le CAC 40, parce qu'il n'y a plus qu'avec ces boîtes-là qu'on se fait de l'argent. Et si le peuple moufte trop, bah, on est désolé pour lui. De toute façon, on n'est plus là, on n'est plus en France, c'est plus là que ça se passe, c'est fini. Et ça, c'est l'esprit de renoncement. Et moi, je pense que je vois bien partout dans le pays que les Français, eux, les citoyens, ceux qui sont attachés à ce pays,
ceux qui l'ont qui sont pas mondialisés, qui sont pas non plus obtus, qui sont pas chauvins, mais qui ont bien conscience qu'ils habitent un paradis sur terre. Je pense que eux n'ont pas du tout cet esprit de renoncement et qu'ils ont au contraire l'esprit de faire en sorte que ça reparte. Voilà. Et je pense, comme le maire de Cannes qui va s'exprimer tout à l'heure, dont je suis avec intérêt ce qu'il dit sur Twitter, etc., je pense que notre folie administrative, notre folie réglementaire, notre folie fiscale, notre espèce de délire complet par rapport à ça, qui a en effet atteint son paroxysme pendant le Covid, et pour beaucoup dans la démoralisation des Français et dans le fait que ce pays a de plus en plus de mal à fonctionner. Voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Je vais donc m'arrêter là peut-être. Je ne sais pas si j'étais assez long, trop court. Non, c'est la bonne durée. Voilà, je dirais simplement que je pense qu'on n'a pas renoncé. Je pense qu'il ne faut pas voter pour les sortants, qu'il ne faut pas voter à gauche. Je ne sais pas pour qui il faut voter, à vrai dire, mais je suis sûr qu'il y a autant de gens dans cette salle, des libéraux, à 18h, ce qui est étonnant. Dans une soirée de gauche, à 18h, vous avez 3000 personnes. Mais dans une soirée de ce genre, à 18h, je suis étonné de voir tous ces gens. Donc bravo d'être ici et ne renoncez à rien. Voilà, je pense que la France est encore un paradis. Merci.